Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un an après le déferlement de la pandémie du coronavirus au Cameroun, le système de santé a-t-il été renforcé pour une meilleure prise en charge médicale? Le constat est inquiétant selon des parlementaires. De nombreux dysfonctionnements plombent la qualité des services dans les hôpitaux publics. À cela s'ajoute l'épineux problème du traitement à adopter pour faire face à la pandémie de Covid-19 et pour une première fois, le ministère de la Recherche scientifique mise sur la pharmacopée traditionnelle afin de sauver les Camerounais face à la recrudescence de cette pandémie à coronavirus. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. L'insécurité qui prend de l'ampleur en Konsamba dans le département du Mungo. Après plusieurs cambriolages, braquages et vols à main armée dans cette ville, la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord, à travers une opération Konsamba Clean, vient de récupérer un important butin. Il s'agit des motos, des appareils électroniques, des machines également à café et d'autres objets volés auprès des populations. 6 présumés malfrats ont été mis aux arrêts. Le récit des faits avec Cyril Djemba et Sylvestre Hippolyte Zangaou. Des habitants de la ville de Nkonsamba envahissent l'enceinte de la compagnie de gendarmerie du Mungo Nord. Facture en main pour plusieurs d'entre eux, ils sont venus récupérer des objets qui leur ont été volés. Un gang de 6 présumés malfrats a été neutralisé par le commandant Fritz Mebwins et ses hommes qui ont mené l'opération Konsamba propre, instruite par le préfet du département du Mungo. Nous avons lancé l'opération Konsamba Clean phase 1, qui consistait à faire des patrouilles dans les véhicules banalisés entre 20h et minuit, et de minuit à 6h, donner l'assaut dans des maisons que nous avons déjà localisées à l'avance, et bouclage et puis interpellation des suspects et récupération du matériel technique. Alors devant vous, le bilan il est clair. Nous avons réussi à mettre en mal ces gangs de bandits qui sévissaient déjà suffisamment dans nos villes. Des motos, des appareils électroniques, des dynamos et moteurs pour machines à café. Le butin est important. Ceux qui sont à l'origine du vol de ces objets n'ont rien laissé passer qui se présentait à leurs yeux. Le département du Mungo doit être nettoyé des malfrats, soutient le préfet Yves Bertrand Diana, qui se réjouit de ce coup de filet. Nous félicitons la compagnie de gendarmerie Mungo Nord et tout le groupement et nous remercions la collaboration des populations que nous invitons une fois de plus à adhérer à cette lutte que nous avons engagée pour que nos villes retrouvent la tranquillité et le calme. Les populations sont invitées à collaborer davantage en dénonçant tout acte suspect dans leur entourage. Un an après la survenance de la pandémie de coronavirus au Cameroun, les hôpitaux publics font face à de nombreux dysfonctionnements. C'est le constat que font des parlementaires en visite dans certaines formations sanitaires à Douala. Il en ressort l'insuffisance du plateau technique, l'indisponibilité des ressources humaines qualifiées et ressources financières conséquentes pour faire face à une prise en charge médicale de plus en plus sollicitée par de nombreux malades. Reportage avec Warren Zede et Donald Brice Kamgan. Comment les dotations reçues par les hôpitaux de Douala dans le cadre du plan d'urgence triennal ont été utilisées? Quels sont les besoins aujourd'hui? 2 questions guides pour le groupe de parlementaires qui sillonnent ces formations sanitaires. Nous avons par exemple été à l'hôpital général qui dispose d'un service d'oncologie, de radiothérapie pour traiter les cancers. Rendu aujourd'hui à une situation dramatique qui est laquelle? La bombe à cobalt qui est là-bas est pratiquement en fin de potentiel. Et très bientôt, si rien n'est fait, cette structure d'oncologie va être arrêtée. Et si elle est arrêtée, c'est autant de malades du cancer qui sont en forte difficulté et qui risquent de perdre leur vie. À l'hôpital La Kentini, le service de la maternité qui exprime un besoin de 20 couveuses n'en dispose que 10. Un déficit tout aussi préoccupant pour la formation sanitaire
et les usagers qui la sollicitent. Les besoins réels de cette unité de pédiatrie sont de à peu près 20 couveuses. Il n'y en a que 10 pour le moment. Et donc, c'est des situations qui sont préoccupantes et qui méritent d'être adressées. Sur la crise constante des kits de dialyse, elle est due au fait que seul l'hôpital général de Douala dispose d'un centre pour l'instant pour toute la capitale économique. C'est également un centre d'intérêt pour les élus. Le ministre de la Santé qui est venu à l'Assemblée nationale a été questionné là-dessus, nous a rassuré que cette situation a été stabilisée et donc il est normal, vous savez on est en période de Covid. Les approvisionnements sont relativement difficiles pour tout, même pour les pièces détachées des véhicules, encore plus pour des réactifs médicaux. L'hôpital Akintini devrait voir l'inauguration dans les prochains jours de son centre d'hémodialyse ainsi que d'un centre de production d'oxygène. Une réponse aux tensions souvent vécues avec des manifestations des insuffisants rénaux, avance le ministère de la Santé publique. À la suite de cette descente demandée par le bureau de l'Assemblée nationale, l'équipe des députés qui a été à l'hôpital général de Douala, à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique ainsi qu'à la Kentini remettra son rapport au président de la Chambre. Malgré la résurgence de la pandémie de Covid-19 au Cameroun, il est observé une chute des ventes des masques barrières, des masques de protection et gel hydroalcoolique, un désintérêt des Camerounais perceptible à travers cette chute des ventes de ces outils importants pour respecter les mesures barrières. Des commerçants ont vu le chiffre d'affaires dégringoler et exhortent les pouvoirs publics à davantage conscientiser les Camerounais sur l'enjeu du port du masque, enjeu du port systématique du masque et le pouvoir utiliser le gel hydroalcoolique afin de se laver les mains. D'autres précisions avec Dallas Kana et Isabelle Carole Zoupet. Gansi Alfred est fabricant de cache-nez au marché Congo à Douala. Ces derniers mois, ce père de famille peine à joindre les deux bouts en raison de l'activité qui tourne au ralenti. En effet, le relâchement observé dans les mesures barrières, malgré la résurgence de la pandémie de Covid-19, a entraîné la rareté de la clientèle. Oui, aujourd'hui, le marché de la vente de cache-nez a baissé vraiment parce que les Camerounais, avant l'année passée, ils achetaient en gros. Mais cette année, les Camerounais achètent qu'en détail. La baisse de la production des masques a contraint ces fabricants à réduire considérablement les prix. Mais l'heure n'est toujours pas aux bonnes affaires. Le prix a totalement baissé. Le prix a tellement baissé. Vous voyez qu'on vend un cache-nez déjà fabriqué comme ça à 250 francs la pièce. L'année passée, on pouvait le vendre à 1000 francs. On vendait à 1000 francs. On s'en sortait bien. Aujourd'hui, ça nous pénalise parce que le prix de tissu n'a pas baissé dans le marché. D'un vendeur à un autre, les plaintes sont les mêmes. L'année passée avec l'affluence, là, on pouvait vendre 250 pièces. Mais maintenant, là, avec la baisse, il faut les 50 pièces, la majorité, les 1 pièce. Donc, c'est pas évident maintenant. D'ailleurs, dans les rues, les commerçants de cache-nez et de gel hydroalcoolique se font de plus en plus rares. Rostan Lancy a dû abandonner l'activité de vente de gel hydroalcoolique pour se livrer à autre chose, pour les mêmes raisons. On ne vend plus les gels hydroalcooliques parce que ça ne passe sur le marché. En fait, ce n'est plus dans les consciences des gens. On connaît qu'il n'y a plus Corona. Pour ces derniers, seules les mesures répressives impulsées par les autorités peuvent renverser la tendance au grand bonheur de tous. En fait, les vendeurs de cache-nez, généralement, se tenaient à côté des policiers parce qu'on sait que quand quelqu'un doit passer sans cache-nez, la police va intervenir. Je pense que si on reprend la même stratégie, la police qui sanctionne, je pense que cette stratégie-là va marcher. Selon moi, on exige le cache-nez à chaque citoyen d'avoir le cache-nez, parce que c'est important. La hausse du nombre de cas de Covid-19 enregistrés au Cameroun ces dernières semaines en disent long sur l'urgence des uns et des autres à respecter scrupuleusement les mesures barrières. Le coronavirus a mis à mal les systèmes de santé dans le monde et spécifiquement au Cameroun. Le gouvernement mise désormais sur la médecine traditionnelle pour riposter contre cette pandémie. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation invite les chercheurs à développer une industrie endogène de médicaments en s'appuyant notamment sur
la pharmacopée locale. D'autres détails avec Élisée Bogba et Ike Cyril. Opposante farouche de l'ordre gouvernant au Cameroun, Elise Betta-Mandjong a été pendant longtemps secrétaire général du Social Democratic Front, le SDF. Directeur de recherche au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Dr Tamandjong reçoit une récompense des pouvoirs publics, non pas pour son combat politique, mais plutôt pour son engagement dans le domaine de la science. Le diplôme d'honneur scientifique en reconnaissance de votre contribution au développement de la recherche scientifique et de l'innovation dans notre pays. La science peut nous réunir dans notre diversité. Je voudrais féliciter Mme Tamandjong parce que tout le temps qu'elle a passé à la recherche, nous avons parlé science. Si Dr Elisabeth Tamandjong est récompensé de ses efforts, il reste que les conditions de travail des chercheurs au Cameroun ne sont pas des plus honorables. L'harmonisation de l'âge de départ à la retraite à 60 ans apporte un léger souffle vers l'amélioration des conditions de travail du chercheur dans notre pays, en espérant un jour que survienne une harmonisation du statut du chercheur avec celui de l'enseignement supérieur. Alors que le coronavirus continue de sévir, les chercheurs camerounais en cette rentrée solennelle 2021 sont invités à développer une industrie endogène de médicaments en s'inspirant notamment de la médecine traditionnelle. Les efforts doivent être orientés notamment la recherche pharmaceutique fondée sur l'exploitation de la riche pharmacopée camerounaise. La capacitation du Cameroun à développer une industrie endogène du médicament fondée sur l'encadrement et l'accompagnement de la médecine alternative pour l'exploitation de la riche pharmacopée nationale. L'objectif à terme étant de bâtir une médecine camerounaise à l'instar de la médecine chinoise. La pandémie du coronavirus ayant mis en difficulté le système de santé conventionnel de nombreux pays, les pouvoirs publics au Cameroun, par la voie du MINRESI, misent désormais sur la pharmacopée locale. Que les tradithérapeutes qui travaillent encore en autarcie se joignent à la démarche dans le cadre de la nécessaire mutualisation des efforts visant le développement d'un traitement endogène contre la pandémie à coronavirus. D'où la nécessité d'envisager la culture à grande échelle des espèces de plantes médicinales par les opérateurs privés. Quelques tradis praticiens ont pris part en guest star à la rentrée scientifique du MINRESI à Yaoundé. Une 8e édition placée sous le thème « Recherche scientifique et riposte endogène aux maladies émergentes et réémergentes, défis et perspectives ». La question de la représentativité des femmes dans les instances dirigeantes pose problème au Cameroun. Face à la faible implication des femmes dans certains secteurs clés, ONU Femmes et l'Institut national de la statistique réfléchissent sur une meilleure approche de l'intégration du genre dans la stratégie de développement du Cameroun. Compte rendu, Nadine Yambou. Cameroun, la représentativité des femmes dans les hautes sphères de décision et réalisation des projets d'envergure demeure faible. Selon l'Institut national de la statistique, seule une dizaine de femmes sont membres du gouvernement. Dans le commandement territorial, environ 3% de femmes sont préfets. Des chiffres bien en deçà des 30% annoncés par le chef de l'État. Si nous prenons au niveau donc, du commandement, nous avons environ 3% de femmes préfets, également environ 3% aussi de femmes sous-préfets. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire à ce niveau pour rehausser. Déjà le niveau qui avait été déjà établi par le chef d'État, à savoir au moins 30% de femmes. Dans les postes électifs, parmi les sénateurs, 30% de femmes sont élues. Aucune femme n'est maire de ville. Et dans les communes d'arrondissement, on enregistre 8,1% de femmes. Cependant, à l'Assemblée nationale et dans le monde des affaires, on observe une légère progression. Avec la nouvelle loi statistique promulguée par le chef de l'État en 2020, ONU Femmes et des experts de la statistique interpellent le gouvernement sur l'intégration de la dimension genre dans la stratégie et l'élaboration des plans d'action pour un développement durable.
Il y a une sous-représentativité des femmes dans le corps de la statistique, le corps des statistiques. Vous avez peut-être regardé le profil des participants. Vous voyez, c'est davantage masculinisé que féminisé. Est-ce que c'est lié à la faible capacité des femmes à pouvoir embrasser ces métiers-là? Donc, tout ça, ce sont des éléments qui doivent être adressés dans le cadre de cette nouvelle stratégie pour que, au cours des 5 années à venir, le Cameroun soit positionné comme l'un des pays phares en matière de production, diffusion, utilisation et vulgarisation des statistiques de genre et des statistiques sur l'égalité des sexes. Si on veut mettre en place des politiques qui sont justes et équitables et qui puissent bénéficier aux hommes et aux femmes, dans toutes les composantes de la société, il faudrait tenir compte déjà au niveau des politiques publiques que le genre soit pris en compte dans les plans, les programmes sectoriels de tous les départements ministériels. À l'initiative d'ONU Femmes et l'Institut national de la statistique, des membres de la société civile, acteurs impliqués dans la promotion du genre, sont réunis à Douala afin de réfléchir sur une meilleure stratégie d'implication des hommes et des femmes dans les instances de décision. Coup de projecteur ce soir sur les chemins escarpés qu'empruntent des jeunes aquaculteurs à Yabassi dans le département du Cam. Hervé, 26 ans, produit du poisson à son domicile. Après une formation à l'Institut des sciences halieutiques, il envisageait de porter sa production à l'échelle industrielle. Faute de moyens d'accompagnement des pouvoirs publics, sa production reste artisanale et ses moyens insuffisants pour développer ses activités. C'est le constat que font nos reporters de retour de Yabassi, Cédric Chouna et Donald Brice Kamgan. Tout près de cette porcherie, un dispositif de fermentation des lisiers, il permet de générer des asticots. Normalement, il y a tout un tas d'asticots là. Ça, c'est un grillage. C'est perforé. Ça permet de dégrader la matière organique. Une fois celle-là va atteindre la maturité, c'est ça que nous essayons de récupérer pour nourrir d'autres. C'est une chaîne alimentaire en fait. Ces asticots sont récupérés et servent à l'alimentation des alevins. Il y en a près de 7000 à l'alevinage tout à côté. Si l'alimentation de ces futurs poissons ne se fait pas grâce aux asticots, elle peut également se faire au moyen des déchets de poissons fumés. Donc je suis en train de vouloir recycler pour nourrir les autres poissons avec. Dans l'un ou l'autre cas, l'objectif est le même. Elle tente ainsi de réduire les coûts de l'alimentation. Pour environ 20 000 alevins à produire, le jeune aquaculteur doit dépenser jusqu'à 400 000 francs CFA par cycle de production de 3 mois pour l'alimentation uniquement. Après 3 mois, les alevins sont transférés vers les étangs où l'entrepreneur nous conduit. Il y a ici 4 étangs. Les uns pour les tilapias, les autres pour les silures. Cette phase, c'est celle du grossissement. Dépenses plus costaudes, pas moins d'1 500 000 francs CFA par production. Les difficultés sur le chemin du jeune Hervé sont telles qu'il aurait pu abandonner l'activité. Tenez, en octobre de l'année dernière, des bandits font irruption dans ces étangs et profitant de l'absence d'une barrière de sécurité, ils emportent toute sa production. Une perte sur le coup de 2 millions de francs CFA. Hervé a failli se décourager et laisser tout tomber. En réalité, moi, ce que je pense comme type de barrière ici, c'est une clôture en grillage, d'une hauteur d'au moins 2 mètres. À côté de cette clôture en grillage, j'ai pensé que je peux mettre à l'intérieur un chien de garde. Je crois que ça peut faire l'affaire. Maintenant, en termes de moyens, nous sommes comme ça sur une surface. J'ai dimensionné la surface. C'est une surface de pratiquement demi-hectare. Et j'ai pensé que si j'ai calculé, ça m'a donné un montant de 2 300 000 pour pouvoir
sécuriser le site total. Autre défi, celui du renforcement de ses capacités de production. Sa production actuelle est de 450 à 500 kg de poissons par an, une capacité bien en deçà de ce que son exploitation est à même de fournir. Concernant la production, les étangs dont vous voyez là ont la capacité de produire au minimum 1 à 2 tonnes chaque mois, si les moyens sont réunis. Mais c'est vide parce qu'il n'y a pas effectivement les moyens. Bon, je peux produire, comme je vous le dis, en faisant juste la règle de 3, vous allez comprendre quelle quantité nous sommes capables de produire en un an. À raison de 2 tonnes par mois, le jeune ingénieur est à mesure de produire 24 tonnes de poissons l'année, d'après ses estimations. Mais à condition de maîtriser les coûts de production également, car l'un des obstacles dans le département du Cam, c'est l'instabilité de l'alimentation en énergie électrique. À notre passage, ce jour-là par exemple, il n'y a pas de courant. C'est un groupe électrogène qui assure. Incontournable pour tirer de l'eau du puits vers les bacs, mais tout cela coûte. Ça augmente considérablement les coûts de production. Considérablement. Oui. Déjà, une journée seulement de coupure, c'est 10 litres de carburant qui peut fonctionner. Et tout ça parce qu'on essaie même de jongler de temps en temps. Et une fois qu'on va augmenter les bacs là-bas, ça va également augmenter. Ce projet est une initiative lancée à partir de ses fonds personnels. Hervé dit n'avoir jamais bénéficié du moindre appui des pouvoirs publics. Ingénieur des travaux à Lyotte, Hervé Takou, 26 ans, est inscrit en Master 2 à l'Institut des sciences halieutiques de Yabassi. Sa principale ambition, produire en quantité afin de satisfaire la forte demande nationale dans le secteur. Devant la multiplication des cas d'accidents mortels et autres catastrophes dans le département de la Menoire, où en est-on avec le projet d'installation d'une unité de sapeurs-pompiers? Les populations tirent la sonnette d'alarme au regard des situations de détresse dans lesquelles elles se retrouvent au quotidien, à la fois sur les routes, lors des incendies ou encore l'écroulement des immeubles dans la ville de Tian et dans d'autres localités situées dans le département de la Menoire, région de l'Ouest. On fait le point avec le Claire Tsakem. C'est une succession de faits et d'incendies qui plongent à chaque fois le département de la Menoire dans une consternation inouïe. Des accidents, des incendies, des catastrophes qui donnent aux populations l'impression d'être des laissés pour compte, sans aucune protection ou mesures de prévention de proximité. Il faut relever que le relief de Tian est essentiellement accidentel. Vous voyez, il varie entre les montagnes et les vallées. Le préfet Balungeli Bouné Confiance, qui aujourd'hui à la primature, le directeur du cabinet du Premier ministre, nous avait dit et que le président de la République a décidé d'ouvrir une unité de sapeurs-pompiers à Tian en début 2018. Et ce disant, il avait ajouté que le commandant de sapeurs-pompiers est arrivé à Tian et qu'ensemble, ils ont pu identifier un site, en l'occurrence le garage administratif, pour abriter provisoirement l'unité, en attendant que l'on trouve un site approprié pour sa construction. Mais vous voyez, 2018 à 2021, vous voyez ce qui s'est passé en termes de catastrophes dans la ville de Tian. Et rien n'a été fait. On ne parle même plus de cette unité de sapeurs-pompiers. Les faits sont saillants et parlent d'elles-mêmes. 4 août 2017, un cataclysme ébranle plusieurs localités de Sanchou et fait 4 morts. 21 septembre de la même année, un immeuble de 4 niveaux s'effondre en plein cœur de la ville de Tian et fait 1 mort. Mi-janvier 2018, accident à la falaise de Tian. Bilan 21 morts et 38 blessés. 27 janvier 2021, encore à la falaise de Tian. Un bus de transport en commun entre en collision avec une camionnette transportant du carburant. 58 morts au total, découleront de cette énième et récent hécatombe. Entre-temps, une série d'incendies se succèdent dans les marchés de la ville de Tian, dans les maisons d'habitation, dans les cités estudiantines et même jusqu'au cœur de l'université la plus nationale, où au moins 4 incendies ont été enregistrés ces dernières années. Des pertes en vie humaine et d'inestimables dégâts matériels sur le carreau. Entre-temps, une question taraude les esprits. Où est passée l'unité des sapeurs-pompiers dont la promesse avait été faite aux populations il y a plusieurs années par le préfet Balungeli Confiance, renchéri par les élites lors de la campagne présidentielle de 2018. Monsieur Balungeli est maintenant à la primature. Je pense qu'il prend la mesure de la chose très au sérieux
et doit lui-même savoir qu'il a fait une très grosse promesse au département de la Maine-Nord. D'ailleurs, quand on parle de protection civile, c'est des choses qu'on ne négocie pas. Vous allez à la commune de Tchang, on va vous présenter un bureau où on dit que c'est le bureau de la protection civile. Mais quand je regarde, je ris parce que je ne sais pas si le monsieur qui est dans c'est ce qu'on appelle protection civile. Lorsqu'on parle de protection civile, il s'agit des mesures mises en œuvre par le gouvernement, par l'État, pour sécuriser sa population en temps de guerre comme en temps de paix. Ça veut dire que ce n'est pas quand une crise arrive que l'on commence à s'agiter. Combien de temps faudra-t-il encore attendre? À bien malheur qui peut se prononcer. À chaque cas, les populations se débrouillent comme elles peuvent en attendant de voir venir les sapeurs-pompiers de Bafoussam ou de Nkonsamba, soit 1 heure au minimum après les incidents. À chaque cas, on attend que les sapeurs-pompiers viennent de Bafoussam. Et dans le cas spécifique du marché B, de la case familiale, et ce qui s'est brûlé au marché B, on s'est rendu que quand ils arrivent même sur place, il faut encore 40 minutes pour déployer le matériel. Pourquoi attendre ces hécatombes pour réagir s'il est vrai que gouverner c'est prévoir? Les populations restent dans la tourmente et prient afin que Dieu les épargne des éventuelles catastrophes, puisqu'elles se disent abandonnées à leur triste sort. Un public reportage dans ce journal. La régionale d'épargne et de crédit est à la quête des investisseurs pour son entrée en bourse dès le mois de mai 2021. Pour y parvenir, cet établissement financier vient de lancer une offre de vente publique de 196 000 actions afin de se constituer un capital de 15 milliards de francs CFA pour passer à un statut de banque classique au Cameroun. L'opération a été présentée au public à Douala. Reportage. Établissement financier de deuxième catégorie durant 28 ans, la régionale d'épargne et de crédit est à la conquête du marché financier. Elle vient d'émettre 196 000 actions en vente pour son entrée à la bourse des valeurs immobilières de l'Afrique centrale, la BVMAC. Ceci, bien entendu, pour réaliser d'une part notre vision qui consiste à devenir une banque universelle et d'autre part pour implémenter davantage une de nos grandes valeurs qui est l'innovation. Vendu à 42 000 francs CFA l'action, le top management de l'entreprise est à Douala pour présenter cette opportunité d'affaires à la communauté des investisseurs et le public de la capitale économique. Dans un échange à bâton rompu avec l'assistance, l'émetteur de ces actions, la régionale d'épargne et de crédit, représentée par son administrateur directeur général, l'arrangeur Financia Capital et le directeur général de la BVMAC, explique et démontre tour à tour les avantages financiers d'être actionnaire d'une société cotée en bourse. Dès qu'on va réussir l'opération, il y aura une double augmentation du capital qui va leur permettre d'avoir autour environ 50% de plus. Donc quelqu'un qui a acheté 100 actions va se retrouver pratiquement à 150. Lancé sur un marché de capitaux, tenu à la loupe par des gendarmes des opérations de l'Afrique centrale, la COBAC, et la commission de surveillance des marchés financiers de la sous-région, la COSUMAF, la régionale d'épargne et de crédit projette lever 8 milliards 232 millions de francs CFA d'ici la clôture de l'opération au 26 février 2021, date limite des souscriptions. Nous allons exiger de la régionale un contrat d'animation de la valeur la régionale. Ce contrat d'animation permettra que les opérations d'achat et de vente d'actions se déroulent sans qu'il y ait des délais trop longs, n'est-ce pas, pour les bénéficiaires. Sur les préoccupations des investisseurs et tout citoyen désiré d'acheter des actions, Financia Capital l'arrangeur, la BVMAC et la régionale d'épargne et de crédit rassurent surtout leurs futurs partenaires sur la sécurité, la garantie de la transparence de l'opération pour un risque minimisé dans le placement de leur argent. La régionale est un bon risque. Je ne suis pas sûr que dans les jours qui vont suivre, ils auront une opportunité comme celle-là en termes de rentabilité. Une fois les 8 milliards 232 millions de francs CFA mobilisés, la régionale d'épargne et de crédit portera son capital à plus de 15 milliards de francs CFA, passant ainsi de statut de microfinance à une banque universelle. Avec un portefeuille de 109 000 clients, 8 milliards de francs CFA de fonds propres, plus de 29 milliards de bilan et 1 milliard 300 millions de francs CFA de résultats nets, la régionale d'épargne et de crédit envisage, une fois cotée en bourse, tripler ses performances d'ici 2025. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.
Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Opération Konsamba Clean, les hommes du capitaine, le commandant de la compagnie de gendarmerie Mungo Nord, le capitaine Fritz Daniel Mebouin ont encore frappé. Et vous avez vu le butin qu'ils ont pu saisir après avoir mis la main sur des présumés malfrats qui, selon la compagnie de gendarmerie, s'émet la terreur depuis plusieurs mois dans la ville de Konsamba et ses environs, dans le département du Mungo. Et les populations sont venues nombreuses à la compagnie de gendarmerie munies des factures pour justifier l'utilisation ou la propriété d'un appareil électroménager. Et les populations ont constaté que les bandits ont tout emporté, même des objets intimes ont été dérobés. Ah oui, il n'y avait pas de facture. J'espère que cet appareil-là n'avait pas de facture. Il reste à savoir comment son propriétaire justifiera, bien sûr, l'appartenance à ce produit. Ce sera compliqué pour le capitaine Mebouin, surtout pour cet appareil-là que nous avons vu en image. Vous l'avez dit. Voilà, merci. Bonne soirée à vous, Cédric Nouffelé. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Dans un instant, madame, monsieur, la suite. Et qu'il en soit. Good.